Ici Piero San Giorgio, aujourd'hui à Bucarest, en Roumanie. Alors voilà, j'ai un faible pour les statues équestres, statue du roi Carol Ier, roi de Roumanie. Voilà, ici en Roumanie, petit message où il fait très froid. Ce matin on réveille -16, donc ça caille bien, c'est un vrai hiver, à peu près 50 cm de neige ici en ville. Voilà, je voulais faire un petit topo, alors que je suis ici en voyage, pour essentiellement, bon évidemment, vous parlez de la Roumanie et des Balkans, qui sont des pays qui en cas de crise majeure, crise économique, ont des avantages et des inconvénients assez particuliers, très différents que ceux de l'Europe de l'Ouest. Alors évidemment, la Roumanie, gros avantage, grande richesse agricole. On oublie parfois que jusqu'à l'arrivée du communisme en 1945, la Roumanie était l'une des grandes puissances européennes, notamment par son agriculture. D'ailleurs, c'est l'invasion de la Roumanie par l'Allemagne en 1916 qui a notamment permis à l'Allemagne de continuer la Première Guerre mondiale pendant longtemps. Alors, Roumanie, autre avantage, bien sûr, beaucoup d'eau, beaucoup de cours d'eau, un des plus grands fleuves, le plus grand fleuve d'Europe, le Danube, mais aussi pétrole. Pétrole en relativement faible quantité, c'est pas l'Arabie Saoudite, mais le pétrole qu'il y a à Ploiești, un peu plus au nord de Bucarest, est relativement important pour l'Europe, à tel point que dans mon livre Survivre à l'effondrement économique, j'ai imaginé une petite histoire de fiction où l'Allemagne, sans pétrole, tentait et réussissait une annexion, une invasion donc de la Roumanie, afin de pouvoir utiliser le pétrole je tombe là, il y a beaucoup de neige, le pétrole roumain. Alors l'autre avantage ici, je pense que c'est encore évidemment un pays qui a su redévelopper une industrie, redévelopper la manufacture, relative homogénéité de la population. Alors si vous pensez que vous êtes énervé par ce qu'on appelle les Roms en Occident, qui viennent vous embêter dans la rue, voire cambrioler vos appartements. Enfin bref, je ne veux pas faire des amalgames, mais bon, on n'en pense pas moins. Ici, alors, vous ne vous rendez pas compte de la haine absolument impressionnante qu'ont les Roumains, qui sont évidemment pas Roms, envers ceux qui le sont. Bon, c'est probablement exagéré, puisqu'ici il y a une communauté Rome qui travaille, qui est parfaitement honnête, etc. Il n'y a pas de souci. Mais enfin, il risque d'y avoir des tensions assez violentes. Et ici aussi, comme en Europe orientale, dans les Balkans, c'est pareil. Si vous êtes un étranger, si vous venez de très loin, si vous êtes africain ou vous venez d'un pays arabe ou d'Asie, si ça va mal, vous allez passer un mauvais quart d'heure parce qu'ils ne vont vraiment pas s'embarrasser avec vous et s'embarrasser avec la politesse. C'est des gens assez capables de subtilité, mais quand même assez brutaux, bien que les Roumains soient plutôt des Latins et pas vraiment des Slaves, mais bon, la vie est dure, la vie a été dure pendant 60 ans ici. Ils vont pas s'embarrasser avec des subtilités si ça va mal. Voilà, alors ce que je voulais surtout m'entretenir avec vous aujourd'hui, c'était comment se rendre compte que la crise économique arrive. Alors évidemment, on lit tous les journaux, et si vous êtes intelligent, vous ne vous fiez pas aux médias importants, mais au contraire, vous regardez les médias les alternatives, et surtout vous multipliez vos sources afin d'avoir plusieurs sources d'informations, et éventuellement des informations contradictoires afin de vous faire vous-même votre idée. Et donc, un des moyens de se rendre compte de la crise, c'est d'avoir des connaissances ou des sources d'informations chez des gens qui sont en première ligne. Et parmi les gens en première ligne, ce sont les personnes qui travaillent soit dans la sécurité, donc police, armée, etc., qui eux voient venir les troubles un petit peu avant les statistiques. Mais aussi intéressant, il y a certaines industries. Il y a l'industrie de l'emballage. Lorsque l'emballage ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a peu de commerce qui se met en place, et donc ça veut dire qu'il y a une grosse crise qui arrive. Et puis il y a aussi par exemple l'industrie des transports. Alors notamment dans mes scénarios de pénurie de pétrole, évidemment les transports seront les premiers à subir un ralentissement très fort ou de subir évidemment le choc d'une augmentation de prix ou d'une raréfaction du pétrole. Donc par exemple, moi j'ai une très bonne amie depuis très longtemps ici à Bucarest, que je ne manque pas de voir quand je viens visiter la ville, qui elle s'occupe, elle est responsable maintenant en Roumanie d'une grande société de transport routier. Donc
Ils gèrent tous les transports routiers. Ici, c'est un des nœuds européens des transports routiers, notamment parce que la Roumanie produit beaucoup de biens. Et, merci la délocalisation, beaucoup de nos emplois en France, Suisse, etc., Angleterre, Italie, Espagne sont venus ici. Mais bon, il y a beaucoup de transports, mais aussi transport entre le Moyen-Orient, surtout la Turquie, qui est une des grandes puissances industrielles modernes, bien plus grande en réalité que les pays d'Europe occidentale pour la production de produits, vêtements, textiles, petites manufactures, etc. Et donc il y a beaucoup de transport. Eh bien c'est intéressant, chaque fois que je la vois, je lui demande est-ce que vous voyez un ralentissement dans leurs activités, etc. Alors fort heureusement, ce n'est pas encore le cas. Donc une des informations intéressantes, c'est que aujourd'hui, nous ne sommes pas totalement dans la crise encore. Il y a encore beaucoup de marge. D'ailleurs, c'est vraiment ce que je pensais en écrivant mon livre. Il nous reste, à mon avis, entre 5 et 10 ans, et ça va s'accélérer. Néanmoins, heureusement, nous avons encore le temps de nous préparer. Beaucoup de gens m'écrivent en me disant « mais on n'aura pas le temps, comment je vais faire ?» Non, il y a encore le temps. Ça peut venir demain matin, ça peut être très brutal, mais la plus grande probabilité, c'est que les crises s'enveniment petit à petit, s'aggravent petit à petit, et donc dans ce cas-là, et c'est ce qui semble être le cas, en tout cas par cette source d'information, ça va se faire petit à petit, donc nous avons encore le temps. Ce qui est bien, c'est que nous avons le temps de nous préparer, le temps de trouver une base autonome durable ou d'équiper sa maison pour qu'elle le soit, d'avoir accès à l'eau, de développer notre autonomie dans la nourriture, l'hygiène, l'énergie, etc., la défense. Donc on a encore le temps. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est très intéressant, très important d'avoir des contacts, des sources d'informations afin de se rendre compte quels sont les niveaux d'alerte. Vous verrez dans mon livre que j'explique comment mettre en place des niveaux d'alerte, niveau 0, 1, 2, 3, 4, 5. À vous de voir comment vous les appelez, comment vous les mettez en place. Et ces sources d'informations vous permettent de savoir et de dire à quel moment vous passez d'un niveau d'alerte à un autre, soit parce que ça s'empire ou alors parce que par bonheur, ça s'améliore. Voilà. Donc je voulais vous laisser avec ces quelques petits messages. Et donc voilà, de Bucarest où il fait froid, je suis ici à la place, je crois que c'est la place de l'Opéra. En face il y a l'université, une des universités. C'est une ville, Bucarest c'est une ville culturellement très développée, avec vraiment une grande ville du 19e et du début du 20e siècle, avec vraiment tout le développement qu'ont pu avoir ces villes à cette époque-là. Voilà, je vous laisse de Bucarest, ville et pays que j'apprécie. Et à très bientôt.